Bonsoir, chers supporters auditeurs, bienvenue pour le nouveau podcast du club Paname. Le PSG, finaliste en titre de la Ligue des Champions, s'est pris les pieds dans le tapis et est vite retombé sur terre avec une défaite logique en plus face à Manchester United. C'est la première défaite en poule au Parc des Princes en Ligue des Champions sous QSI. Et on va revenir tout de suite très largement sur ce match avec nos deux fanboys de Tourelle. Drayas, bonsoir. Fanboy numéro 1, assumé, vraiment un grand adorateur. Et par contre, je dois mettre un veto. Parce que tu as dit que la défaite Manchester United était méritée, je crois que tu es haute. Ça s'appelle un commentaire. La défaite de Paris. Ah oui, d'ailleurs, en plus. Et notre groupie de l'allemand, Lionel. Guten Tag. Guten Tag, ouais. Comment on dit au revoir en allemand? Auf Wiedersehen. Voilà, Auf Wiedersehen. Ouais. J'ai pas fait allemand, alors j'ai fait espagnol. On va revenir tout de suite sur ce match. Je vais vous demander. Je peux parler le Emery si tu veux, mais pas le Tuchel. Tiens, tu vas devenir fan de Villarreal, je le sais, je le savais. Ouais. Donc avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur la compo de départ, ce fameux milieu à 3 milieux bas, donc notamment Danilo, Herrera, Gueye. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cette compo de départ? Est-ce que vous étiez confiant ou déjà vous aviez peur, Drayas? J'avais envie de voir Danilo, mais une fois que j'avais envie de voir Danilo, déjà, faut mettre en relation la compo de départ de Manchester United, qui était une compo de départ où clairement il était venu pour bétonner, mettre le bus derrière et jouer en contre-attaque. Et ça s'est vérifié dans le match. Et face à cette armada de Manchester United qui a fait un match qui était somme toute assez médiocre, on est venu avec des intentions de ne pas jouer au foot. On s'est retrouvé avec les trois de devant. Après, j'extrapole un peu, mais en même temps, c'est une conséquence de ça. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un milieu qui était incapable de se projeter, incapable de proposer des solutions, incapable de faire des passes. Et on s'est retrouvé. Est-ce que tu t'y attendais quand tu as vu la compo? Complètement, oui. Et Lionel, toi, quand tu as vu la compo, tu te disais quoi? Pareil, c'est que déjà, le fait de jouer sans neuf, le trio Neymar, Mbappé, Di Maria, je ne suis pas fan quand ils sont que tous les trois ensemble. Même quand Neymar joue en faux neuf, j'ai pas souvenir de vrais gros matchs de ce trio. Et après, pareil, le terrain, je me suis dit ça va être compliqué parce qu'on va être coupé en deux. Et c'est ce qui s'est passé. Après, alors sur le coup et même après le match, j'étais un peu en colère. Et à froid, j'ai une analyse un peu différente, même si je ne suis toujours pas d'accord avec cette compo. On en parlera après. On va en parler tout de suite avec toi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce match, de la performance du PSG? Qu'est-ce que tu as pu aimer ou surtout pas aimer, je suppose. Vas-y, Lionel, commence sur ton analyse. Aimé, alors, j'ai aimé la réaction, par exemple, d'Abdou Diallo, qui a été vraiment mauvais pendant un bon bout de temps, qui a concédé un penalty, mais d'une naïveté totale. Excuse-moi, on y reviendra peut-être dans les performances individuelles, juste collectivement pour le moment. Collectivement, qu'est-ce que j'ai aimé? Pour être tout à fait honnête, pas grand-chose. En second temps, peut-être 10-15 premières minutes. C'était pas trop mal avec le latéraux qui était un peu plus haut le fait d'être passé en 4-4-2 nous a permis d'être un peu plus équilibré. Mais après, qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé ce milieu de terrain qui n'était clairement pas compatible. Le fait de voir Neymar décrocher tout le temps. Mbappé qui, encore dans un gros match, n'arrive pas à s'extirper. Di Maria qui a fait un match de qualité médiocre. Enfin, ça a été, et puis même la défense où on a été souvent un contre un avec des trous derrière. Enfin, bon, ça ressemblait à pas grand chose. Et après le résultat, j'ai presque envie de dire qu'on a un peu de chance quand on voit les occasions qu'on a pu subir en fin de match. Et tu penses que c'était quoi le choix? Pourquoi Tourelle met cette compo pour toi de base? Tu penses qu'il voulait faire quoi? Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il voulait faire, mais à mon humble avis, c'est qu'il s'est dit, alors c'est ce que beaucoup de coachs le disent, c'est que si Gueye, alors visiblement il était blessé un peu en début de match, vaut mieux le faire démarrer que de le faire rentrer en cours de match et perdre un changement s'il se blesse après être rentré au bout de 20 minutes. Donc, je pense qu'il a voulu le faire démarrer d'entrée, mais dans ce cas-là, à mon humble avis, il valait garder, dans ce cas-là, Danilo sur le banc
pour ne pas se retrouver avec les deux qui n'ont pas un profil des 30 derniers mètres ensemble sur le terrain. Après, concernant... On l'a vu, puisqu'il n'a pas pu faire jouer par l'équipe. Je fais juste une petite remarque, un petit aparté par rapport à ça. Et les deux qui, clairement, de toute façon, dès le départ, tu savais qu'ils n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Oui. Mettre les deux dès le départ, c'est un non-sens. Voilà. Mais après, derrière, quand on revoit aussi le match contre c'est Nîmes qu'on rencontre le week-end dernier, on voit aussi que Rafinha, alors qu'il n'y a pas non plus une intensité folle, n'a pas été capable de tenir plus de 60 minutes contre Nîmes. Donc, dans une intensité comme on attendait le match de Manchester United, je ne pense pas qu'il était capable de tenir beaucoup plus. Donc, au milieu de terrain, quand on regarde en vrai les choix qu'il avait, il avait Danilo et Gay qui avaient peut-être 45 minutes chacun, Herrera qui peut-être lui avait 80-90 minutes, et Rafinha qui, pareil, doit avoir 45 minutes au plus. Donc, c'est pas, enfin, il pouvait faire un peu mieux, mais est-ce qu'il pouvait réellement faire mieux en prenant en compte qu'il avait Draxler et Marquinhos sur le banc, mais qui étaient là plus pour faire le nombre que être utilisé? Je ne sais pas. Donc, c'est, on va dire, les circonstances atténuantes que j'accorde à Tuchel par rapport à tout ça. Est-ce que tu voyais d'autres choix possibles au milieu à cette Clairement. Je n'adhère pas du tout à cette théorie justement d'avoir mis les deux en sachant que les deux n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Tu t'en utilises un et puis tu le remplaces par l'autre si tu veux absolument en aligner un et aligner les deux. Je pense que moi, Tourelle, il a fait cette compo tout simplement parce qu'il s'est dit j'ai mis deux latéraux offensifs donc j'ai besoin de blinder mon milieu. Mais je pense que c'est un crime de guerre quand tu vois la composition avec laquelle était venu United. United n'était pas venu avec des ailiers qui allaient pouvoir occuper les ailes, il était venu avec des attaquants qui s'excentraient sur les ailes. Et surtout, il est venu avec un milieu. Enfin, en gros, c'était un non-sens absolu de proposer ça et de ne pas proposer une position qui était un petit peu plus haute et d'avoir les outils pour proposer une position un peu plus haute. Rafinha, je suis d'accord avec toi, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais dans ce cas-là, tu commences avec Rafinha et pire cas, tu changes une fois que le résultat est acquis. Mais de toute façon, tu ne commences pas de cette manière-là en sachant que de toute façon, ça va t'apporter aucune réponse, aucune solution et rien à faire, rien à dire. J'ai pas mal critiqué Herrera en voyant le match, mais il y a un truc dont tu te rends compte après en regardant la statistique des kilomètres parcourus. Le seul Parisien qui a été au niveau sur ce chapitre-là, ça a été, oui, c'est Herrera et Danilo. Donc Herrera a fait beaucoup d'efforts, mais Herrera pouvait pas tout faire au milieu. Et quand tu vois un Gay qui, a priori, a joué blessé dès le début du match, parce que n'oublions pas qu'il s'était blessé dans un match avec le Sénégal, quand tu vois un Gay qui a un niveau, mais enfin moi qui le critique beaucoup, jamais je l'ai vu aussi faible que ça. Pendant 35 minutes, il joue au air ballon. Ça se demandait comment il s'est blessé, puisqu'apparemment il respectait la distanciation sociale sur le terrain. Enfin, c'est un non-sens absolu. Ça veut rien dire cette compo. Ça veut rien dire par rapport à ce que. Tu voyais quoi comme choix au milieu au-delà de Rafinha Rafinha, t'as Fadiga qui est sur le terrain. Bah après c'est clair, tu l'envoies au casse-pipe, c'est prendre un risque. Mais quand t'es dans tu peux pas à la fois dire je ne vais pas faire jouer un jeune, je ne vais pas prendre ce risque-là, et te dire ah bah tiens je vais utiliser que des mecs qui sont capables de jouer que sur une jambe. Il y a un moment où tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de prendre un risque, et ben quitte à prendre un risque, autant prendre un risque avec un mec qui potentiellement peut avoir 80 minutes. Tu peux mettre aussi un Sarabia en 8 Neymar en 8. Sarabia, alors Neymar oui, mais Sarabia t'en as besoin pour le garder devant si tu as besoin de faire des remplacements devant, si tu as besoin d'avoir... Oui, mais tu as Kim qui peut rentrer en 9 et c'est différent. Mais Sarabia, tu as besoin de le garder devant. Mais c'est pareil, Draxler, blessure, oui, Draxler, il est blessé avant de faire son match contre l'Allemagne. Et contre l'Allemagne, il joue, je sais plus. Avec l'Allemagne. Oui, avec l'Allemagne. Il joue 20 minutes. Pas contre l'Allemagne, mais voilà, il joue 20 minutes. Et il rate que 2 jours d'entraînement. C'est qu'il n'était pas si off que ça. Et l'argument de mettre, enfin pour moi ça tient pas. Et le match qu'on a vu, c'était. Alors après, il y a deux choses. Il y a à la fois collectivement où c'était mais incompréhensible, et après individuellement les défaillances, les gens qui sont pas au niveau. Mais ça, je pense qu'on en parlera après parce qu'il y a les deux. En collectivement, toi, où on a le plus pêché? Dans l'absence de milieu. À quoi ça sert d'avoir des latéraux qui montent si tu n'as aucun milieu qui est capable de distribuer aux latéraux? Est-ce que tu as aimé le jeu des latéraux, justement Le jeu des latéraux, c'est pareil. J'ai pas forcément envie de tant incriminer la ligne d'attaque. C'est pareil, j'entends parler de tellement de gens qui vont dire... Mais mais juste tellement de gens qui vont dire mais pourquoi ils font aucun effort défensif? Mais qu'est-ce que tu veux faire des efforts défensifs quand en permanence, pour faire un effort défensif, tu es obligé de faire un repli de 40 mètres? Tu as Cavani qui fait ça dans le monde.
trouvez-moi un autre attaquant, un autre offensif qui passe son temps à faire des replis défensifs de 40 mètres. Les attaquants, pour les replis défensifs, ils ne pouvaient pas les faire. Ce qui nous a manqué, c'était un bloc, et Tourelle n'a absolument pas proposé quelque chose qui permettait de faire un bloc. Et ensuite de ça, au niveau de solution, Fadiga, qui apparemment il aime tant, ça peut être une solution. Faire jouer Draxler, ça pouvait être une solution. Faire jouer Rafinha, ça pouvait être une solution. Tu pouvais imaginer plein d'autres choses, et aucun de ces trucs-là n'a été retenu. Lionel, je parlais des latéraux, juste. Ouais, oui, vas-y, dis ce que tu veux dire, pardon. Jackson, il était sur le banc, mais visiblement, il n'était pas en état de jouer. Donc ça faisait. Après, je rejoins un peu Gaïa sur les 20 minutes. Hein? Il jouait avec l'Allemagne 20 minutes. Il est blessé avant de jouer avec l'Allemagne. Il est blessé quand il est en stage en Allemagne et on apprend sa blessure. Et qu'est-ce qui se passe le match d'après? C'est qu'il a joué 20 minutes avec l'Allemagne. C'est qu'il était quand même capable de jouer au moins 45 minutes. Non. Après, dans l'absolu, tu dis beaucoup de choses où je te rejoins. C'est juste que je ne sais pas. Je pense qu'il a quand même un effectif qui est un peu bancal en termes de. Enfin, physiquement, je ne parle pas en termes de profil, mais quand on voit même sur week-end les joueurs qui sont encore absents, ça prouve que voilà, en ce moment, c'est pas. Les choix s'imposent plus que la possibilité d'avoir vraiment des choix à faire, quoi. Ouais. Alors, juste sans parler du niveau individuel des latéraux, on avait vu dans les derniers matchs en Ligue 1, notamment un jeu où on passait beaucoup plus côté. Est-ce que tu as revu ça contre United? Mais après, le souci, c'est dans l'absolu. Enfin, quand tu vois l'équipe qui a été alignée, enfin, moi, je suis Manchester United, je laisse les côtés passer s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Au niveau des centres, tu vas centrer pour qui? Les 3 joueurs qu'on avait, je sais même pas s'ils ont touché des ballons dans la surface de réparation. Enfin, c'est compliqué de critiquer les latéraux quand tu n'as pas quelqu'un qui joue dans la surface. J'aurais aimé savoir combien de ballons ont touché nos joueurs dans la surface de réparation, nos attaquants, les 3. Pas beaucoup. Non, mais c'était pas du tout une critique contre les latéraux, je disais juste qu'il y avait une animation de côté. Est-ce que plus en vue ces derniers matchs et est-ce que tu as eu l'impression de voir une animation côté sur ce match? Peut-être au début de seconde mi-temps, lorsque Moïse est rentré, où là, ça a permis quand même d'écarter un peu le jeu, mais ça a été fait de manière. Pendant 10-15 minutes, pas plus. Et puis après, on est tombé dans les travers. Et voilà, mais de toute façon, on le sait. Alors déjà, qu'il n'y a rien qui a été vraiment mis en place collectivement, mais en plus de ça, aujourd'hui, avec le rythme qui s'enchaîne, je ne vois pas comment on peut espérer voir une amélioration tactique et autres. Je ne pense pas qu'il ait vraiment le temps de mettre en place quoi que ce soit. Sur l'animation côté, sur ce match. Sur l'animation côté, moi, ce que j'ai vu, c'est que dès le début du match, les latéraux étaient très hauts. On l'a constaté, ils étaient à minimum aux 40 mètres et tu avais clairement la ligne de 3 et la ligne de 2 qui étaient derrière. Mais les latéraux sont très hauts, c'était très utile d'avoir des latéraux très hauts, faut-il être capable de les servir. On se plaint du nombre de centres qu'a fait comment il s'appelle, Florenzi. Il en a fait 2. Oui, il en a fait 2. Combien de fois il est en position de pouvoir centrer? Et les 2 qu'il fait, c'est dans la période que Lionel met en avant. En première mi-temps, combien de centres il fait? Il n'en fait aucun. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est jamais servi, parce qu'il n'y a jamais personne au centre, comme tu l'as dit. Mais au-delà, tu pourrais imaginer que quand tu joues avec ces 3-là, et de toute façon, jouer sans 9, quand tu n'as pas de milieu qui est capable de construire, c'est juste un suicide. Parce que tu as inévitablement besoin d'avoir un 9, ne serait-ce que pour peser sur la défense et pour permettre justement à tes ailiers de monter et de proposer quelque chose. Mais au niveau des latéraux, moi, je ne vais pas leur tirer dessus. Quand tu alignes un milieu comme ça, tes latéraux, ils ne peuvent rien faire. Moi, c'était pas une critique sur les latéraux, c'était juste qu'on arrivait à les trouver plus et plus centrés dans un match avec un milieu cohérent et plus technique. Avec ce milieu-là. Et que là, l'animation côté, elle est dégueulasse et c'est pas la faute des latéraux. Tu peux rien faire. Tu ne pouvais pas être touché. Tu peux rien faire. Tu as abordé la question du non-neuf, mais toi, elle avait décidé de mettre Mbappé en neuf. Est-ce que pour toi, tu aurais préféré Neymar en faux neuf et Mbappé plus sur l'aile gauche dans pas vraiment dans le sens où c'était tellement la Bérésina, mais ça on en reviendra quand on parlera de Neymar, que Neymar était obligé de redescendre. Donc si jamais tu le places en faux neuf, c'est compliqué parce que comme il se retrouve à jouer 6, c'est pas tellement compatible en fait. Non, c'est juste
un point de vue. C'est-à-dire que si tu as mis tu veux une prestation défensive avec la possibilité de te projeter rapidement, notamment en t'appuyant sur les ailes, tu ne peux pas fonctionner sans un 9. C'est un b.a.-ba du football. Je ne sais pas, moi, je connais pas, je prétends pas avoir les connaissances qu'a Thomas Tuchel. Après, Icardi est blessé. Machin. T'as un 9 qui s'appelle mais dans ce cas-là, tu n'alignes pas ce milieu. Oui. C'est juste une question de cohérence. C'est-à-dire que si tu veux jouer sans vrai neuf, avec des ailiers, avec des permutations dans tous les sens, tu es obligé d'avoir un apport offensif des milieux, tout simplement, pour pouvoir créer un surnombre de cette manière-là, parce que tu n'auras personne qui sera capable de fixer la défense devant. Donc c'est incompréhensible. Tu partages l'avis de Darius, Lionel, là-dessus? Oui, je suis d'accord. En plus, comme j'ai dit, on peut me parler du Final 8, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce trio briller ensemble sans 9 Paris Saint-Germain. Mais ça, on en reviendra quand on en parlera au niveau des individuels et notamment quand on reviendra sur Neymar. À un moment, il faut gueuler contre le coach aussi. Alors, une petite question, le PSG a parcouru moins de 100 km parcourus dans ce match. Est-ce que pour vous, c'est un problème de motivation, de non-repli des joueurs, ou ça découle du problème tactique de base Darius? Je pense les deux, en général. C'est effectivement, les joueurs semblaient pas en forme. Il y a Tourelle dans ses déclarations, et je pense qu'on reviendra dessus, donc je vais pas m'étendre dessus là tout de suite, a dit que c'est bizarre, ils mettent pas de musique. Bon, je vais pas déranger ça parce que je sais pas. Donc il y avait quelque chose une incompréhension, quelque chose qui est relatif aux joueurs. Mais déjà, cette incompréhension, déjà, c'est au coach de préparer son équipe pour que le jour J, il soit bon. C'est une des définitions du métier du coach. Hein. C'est juste une des définitions du métier du coach. Et en plus de ça, c'est encore une fois, tu peux pas attendre que tes offensifs fassent des replis défensifs de 40 mètres. Quand tu leur proposes un schéma de jeu où les mecs, tu te retrouves avec Neymar qui est entouré par 5 joueurs, Mbappé qui est 15 mètres sur la gauche et Di Maria qui est 15 mètres sur la droite, un petit peu devant, qu'est-ce que tu peux faire? Les mecs, ils sont démobilisés, inévitablement. Tu n'as aucun jeu, aucun soutien, aucun support. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es offensif sur ce match-là? Bah ouais, tu peux être en mode tiens, je me pourris la vie et dans l'abnégation et faire un match dans l'abnégation. Et c'est très bien. Bon, on a viré le seul attaquant qui était capable de faire ça, c'était Cavani. Bon, maintenant, on propose autre chose. Petit aparté, juste après l'élimination de Coach United il y a 2 ans, Tourelle avait déjà dit, non pas Tourelle, les joueurs et Tourelle avaient dit qu'ils avaient senti le vestiaire trop calme déjà. Ça fait 2 fois quand même. Contre la même équipe. Lionel, toi, ton avis sur ces stats de kilomètres parcourus, 13 ans de ça, de l'intensité d'un match de Ligue des Champions, pour toi, qui est fautif? Après, si on reprend les Paris Saint-Germain avec des champions, régulièrement, on tourne autour entre 95 et 105 km parcourus sur les 2 dernières années. On dépasse très rarement ce chiffre-là, donc je sais pas. On était à 95 là. 98, mais notamment 20 km de moins par jour. Et notamment Mbappé qui est genre à 15 km de moins que. Il est à 7 km par jour dans le match. Qui est à 4 km de moins au global que le plus mauvais que les centraux de United, quelque chose comme ça. Contre Leipzig, on fait 99 km, contre le Bayern aussi pareil. On n'est pas une équipe qui est connue pour parcourir 110, 115 km dans un match. Le souci, c'est pas le nombre de kilomètres parcourus, parce que je prends l'exemple souvent de l'Atalanta qui donne cette impression de courir énormément et qui, pareil, est souvent dans ces chiffres-là. C'est un problème de bloc, c'est-à-dire que notre bloc était tellement pas cohérent que ça donne l'impression qu'on courait dans le vide, qu'on n'était jamais placé au bon moment, qu'on était au bon endroit, pardon. C'est plus. On sait qu'on a des joueurs qui n'aiment pas courir, donc dans ce cas-là, il faut s'assurer que le bloc il soit tout le temps compact et c'est ce contre-pressing qui te permet en fait d'éviter de devoir courir pour récupérer le ballon pendant 5 minutes. Et ça peut être facile. Si, sur le constat sur le Paris Saint-Germain, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord que c'est pas un problème. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, quand tu as la possession, tu es censé, avec tous les joueurs qui sont sur le terrain, si on parle d'un point de vue théorique, tu es censé avoir des replacements dans tous les sens, et les joueurs qui n'ont pas la balle, qui font des courses en permanence. Et ce que tu vas constater, par exemple, quand tu regardes l'Ajax, et qu'il y a pas mal d'équipes, alors peut-être que l'Atalanta, c'est un contre-exemple par rapport à ça, et que ça induit un bug.
mais l'absence de kilomètres parcourus avec la possession est souvent révélatrice d'un problème dans la manière avec laquelle tu organises tes circuits de jeu. Moi, je suis d'accord avec vous sur la globalité. Tout ce que je sais, c'est que quand tu as la possession, avoir plus de kilomètres parcourus que l'adversaire, c'est souvent bon signe. Ça veut dire que les vont bouger avec ballon dans le mouvement. C'est ce que je mouvement. veux dire, c'est-à-dire que tout à coup, effectivement, il y a celui qui a la balle, mais il y a les autres qui proposent des solutions en se déplaçant sur le terrain. Après, c'est sûr que les kilomètres sont toujours à mettre en perspective avec comment tu cours, où tu cours, avec quelle équipe. Donc, il faut plus de détails que ce simple chiffre. On va passer aux individualités. Hein. On va aller faire une par une. On va parler de Navas. Rapidement. Dryas, Navas, ton avis? Pas grand-chose à dire. Il a fait son match. Ça fait partie des rares joueurs qui va de la moyenne. On peut peut-être lui reprocher un petit peu de déconcentration après avoir arrêté le premier penalty, où on sent qu'il est plus dans l'agacement que dans la concentration d'avoir à se refocus sur le fait de devoir le faire. Mais honnêtement, c'est faire un mauvais procès, parce que quel goal est capable d'avoir ce mental-là, j'en connais pas beaucoup. Donc, il a fait son match, les 2 buts sont imparables. Après, il a jamais vraiment été un support au pied, mais on le sait, il n'y a rien de nouveau. Lionel? Non, je pense que je suis assez d'accord avec Brias sur ce qu'il a dit. De toute façon, Navas, c'est un gardien qui est assez régulier. On sait qu'il va très rarement passer à côté de son match. Donc c'est déjà quelque chose de rassurant au départ. On va passer sur les latéraux. Kurzawa et Florenzi, qu'est-ce que tu as pensé de leur match, Lionel? J'ai bien aimé le match de Kurzawa. Je l'ai trouvé assez appliqué. Il a eu un peu de mal à rentrer, mais après, en cours de match, défensivement, beaucoup de choses sont passées de son côté, mais je pense qu'il n'est pas le seul fautif, parce que Kimpembe aussi n'a pas été très très bon dans la couverture. Mais je l'ai trouvé bon, j'ai trouvé qu'il était dans son match, il était concentré, je trouve qu'il a fait un assez bon match. Et de l'autre côté, est un peu plus en difficulté, je trouve. Il a pas trop pesé, mais après, c'est un peu le profil du Paris Saint-Germain qui veut ça. C'est pas notre côté le plus utilisé, surtout quand Neymar est présent. Quand il y a Neymar et Di Maria ensemble, c'est vrai que le côté droit peut être délaissé. Et là, on l'a plus ressenti. Oui, je dis, ça fait 3 ans qu'on a ce débat Di Maria avec Neymar. Oui. Paradoxalement. Quand il n'y a que Di Maria, je pense que le côté droit et le côté gauche ont un équilibre. Mais quand il y a les deux, rapidement, ça penche côté gauche, surtout qu'en plus Mbappé va naturellement... Pour revenir sur des latéraux, du coup j'ai oublié. Paradoxalement, oui, il y a eu toujours ce problème sur le côté droit qui n'était pas si servi, mais on avait vu un très net mieux à ce niveau-là et un équilibrage du jeu là-dessus. Oui, mais il y avait Di Maria qui était suspendu. Possible, mais je suis pas sûr que ce soit le problème. Tu veux jouer avec un joueur comme Florenzi. Tu veux jouer qu'avec un joueur comme Florenzi, propose pas une compo pareille. Voilà, c'est là, tu le mets dans une situation où il ne va pouvoir briller que. Et ce qu'a très bien fait Kurzawa d'ailleurs. C'est-à-dire que Kurzawa a réussi avec une certaine abnégation à partitionner son jeu, à être de temps en temps devant et très souvent être bon dans les défenses arrière. Mais ça ne va pas être les qualités de Florenzi. Et pour moi, limite, tu ne peux pas le juger. Tu as un milieu qui est incapable de le servir. Et tu as des offensifs qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui se retrouvent à 5 contre 1. Qu'est-ce que tu vas servir ton latéral dans ces conditions? Ouais, 2 petits trucs. Florenzi, quand même, a eu du mal face à Telles défensivement, on le sait. Mais encore une fois, bien sûr, mais tu proposes un bloc plus élevé, la problématique J'ai toujours un doute sur Florenzi dans les gros matchs en défense à 4 et non pas en piston de défense à 5. Ce sera à voir. Et Kurzawa, pour moi, c'est un des rares bons choix de Tourelle par rapport à Baker pour ce match, dans le sens où, je le disais avant le match, ça s'est vu, c'est un des rares joueurs qui peut gagner ses duels aériens, notamment sur les coups de pied défensifs. Et on a gagné beaucoup. Très vrai, oui. On va passer aux défenseurs centraux. La paire Kimpembe Diallo Dryas, qu'est-ce que tu en as pensé? Kim est peut-être le plus symptomatique de cette méforme des joueurs, de ce tout à coup ce jour sans. On avait un Kim qui était presque impariable depuis 6 mois, limite en train de tutoyer les sommets du top 5 des meilleurs centraux du monde. Et il a été en dessous de tout.
En dessous de tout, il a vraiment pas été bon. On a un Diallo, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lionel, qui a eu beaucoup de ratés en première mi-temps, mais qui s'est énormément rattrapé en deuxième mi-temps. Que dire de cette centrale, si ce n'est qu'elle a, en tout cas en première mi-temps, elle a représenté les difficultés du Paris Saint-Germain à se sentir concerné par le match. Ça a été un très bon exemple de ça. On a vu un Kimpembe qui a eu quasi aucune intervention défensive de qualité. Des relances qui ont été... il en a fait peut-être 2 de bien, là où normalement il en fait 5. Très timide dans ses choix. Match à oublier. Avec un énième penalty concédé par PSG, je crois qu'il est recordman Oui, sur les dernières années du nombre de penalty concédés. Ancien agent à sortir la salle. Dans l'absolu, je voudrais savoir combien de pénaltys que Martial a provoqué cette année, sous l'année civile. Ah, j'en sais rien, mais j'ai pas trop regardé United, je t'avoue. J'ai l'impression qu'il en provoque au moins un tous les 2 matchs. C'est vrai qu'il est en pleine bourre sur les derniers mois. Ouais. Du coup, ton avis, toi, sur cette paire centrale, Lionel? Non, c'est pareil, c'est-à-dire que Kimpembe a fait un match, je trouvais, moyen neutre. Diallo, c'est-à-dire que ça peut être très bon, comme on a pu le voir en seconde mi-temps, dans les couvertures, etc. Mais le penalty, pour moi, c'est vraiment... c'est une naïveté, mais c'est pas possible, en fait, de provoquer pour un penalty comme ça, à ce niveau, en fait. Le joueur, il est dos au jeu, dans la surface. Au pire des cas, tu recules d'1 mètre ou tu couvres parce qu'il est droitier, tu fermes le côté où il peut rentrer pour enrouler et tu fais pas ce qu'il a fait en fait. C'est juste pas possible. Ouais, moi juste 2 petites choses. Kimpembe, c'est vrai que malheureusement on a retrouvé le Kimpembe qui se fait un peu prendre dans son dos qu'on avait vu ces derniers temps où il arrivait à bien gérer la latéralité justement sur ce genre de choses et la profondeur où il était mieux. Là, on l'a pas vu du tout. C'est peut-être dû, on en parlera, à un manque de compréhension pendant avec Danilo qui était devant lui. Et ça, et ne pas oublier qu'on joue à deux gauchers. Et en plus. Et de gaucher là-dessus, et aussi pour la relance, justement, le fait que de gaucher, Diallo devait systématiquement se mettre sur son bon pied, ce qui fait que ça ralentissait quand Diallo avait le ballon dans les pieds, mais c'est pas sa faute, qu'il était axe droit. Et que c'est un axe à gauche. On va passer au milieu. Focus sur Danilo, donc sa grande première au PSG. Andreas, qu'est-ce que tu as pensé de Danilo? Il m'a à la fois rassuré dans ce que j'espérais de bien et inquiété dans ce que je craignais de pire. C'est-à-dire que j'ai vu un joueur qui a cette intelligence, cette faculté à savoir où va situer le jeu et se mettre sur la trajectoire. Une fois qu'on a dit ça de bien sur lui, le problème, c'est qu'on ne peut que dire du mal du reste, en fait. C'est dès qu'il est passé, c'est-à-dire que en fait, c'est un très bon défenseur en zone, c'est un défenseur sur l'homme qui est très mauvais. C'est-à-dire que dès qu'il est dépassé, il est plus capable de faire les 2 pas pour revenir. Dès qu'il s'agit de faire une passe, on va oublier ce sujet. Et surtout, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de replacement qui est très très bonne par rapport à où l'action va venir, mais une fois que l'équipe a la balle, il y a des fois où je t'ai entendu notamment dire il fait du Stambouli, c'est-à-dire qu'il va se mettre derrière pour ne pas recevoir la balle, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que le jeu bouge, mais lui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe a la balle, lui, il abandonne toute idée de mouvement, toute idée de replacement, et c'est... Il a tête baissée. C'est un joueur avec une vraie qualité, mais extrêmement limitée. Donc toi, tu as eu du mal avec ballon. Et on parlait de sa lenteur, tu as trouvé quoi? Est-ce que tu effectivement Après il faut bon, il est de toute façon, c'est pas un joueur, c'est pas une foudre de guerre quoi. Mais il faut relativiser sa performance par rapport à sa fatigue et que les problèmes de lenteur ont commencé à vraiment apparaître à partir de la 70e minute. Avant, il y avait les problèmes de quand il se faisait passé, il se désintéressait de la situation, il essayait de se retourner, mais quand il doit se retourner, c'est l'impression que tu as un paquebot qui doit faire un demi-tour, ça prend du temps. Et voilà, mais les problèmes de lenteur ont vraiment apparu à partir du moment où il y a une baisse physique, donc c'est un peu dur de le juger là-dessus. Il était clairement à court de forme avec les matchs internationaux qu'il a connus. Lionel, ton avis sur cette première de Danilo? Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Andreas, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a, on va dire qui a 2-3 qualités très intéressantes qui manquaient au Paris Saint-Germain, mais je pense que ce serait peut-être plus intéressant dans un joueur plus complet. C'est-à-dire que on a besoin d'un joueur qui est capable de faire ça, mais aussi qui est capable d'apporter dans le jeu. Et lui, je pense on le verra très peu dans cela. Et c'est
peut-être dans ce cas-là. Même il les apporte au jeu. C'est pas seulement, tu n'attends pas forcément qu'il soit capable de faire une passe de 30 mètres qui va casser deux lignes. Ne serait-ce qu'une passe vers l'avant qui va trouver un joueur. Même ça, il a énormément de mal à le faire. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il a des qualités qui sont intéressantes, mais qui auraient été plus intéressantes dans un joueur complet. C'est-à-dire un profil, on va dire, la Thomas Partey. Le jeu en première intention pour Danilo, il faut oublier. Quoi. Il a essayé une fois une passe sur Florenzi, je crois. Mais à sa décharge, au moins, c'est un profil intéressant par rapport à tous les profils qu'on a alignés en 6. Intéressant, si on sait l'utiliser. Oui, voilà. mais par rapport à tous les trucs qu'on a alignés en 6, qu'on a empilés comme des perles, des 8 qui savaient défendre, mais qui ne savaient pas défendre parce qu'ils savent se dézoner, des 6 qui étaient en train de se planquer, Krikoviak et j'en parle même pas d'autres. Là, on a un profil qui est intéressant. La problématique. Mais après si Danilo, on lui demande de faire du motard, non, ça non. Mais j'ai coupé la parole à lui, mais la problématique, c'est le manque de qualité par ailleurs qui est criant chez ceux. Moi, sincèrement, quand je vois notre équipe, il faudrait repartir sur un peu la solution qu'avait trouvée Unai Emery, même si Mbappé et Neymar aiment bien être l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire remettre Neymar côté gauche et Mbappé côté droit, avec une pointe. Et puis, c'est ne pas donner le choix à Di Maria, c'est soit tu joues en 8, ou soit tu vas sur le banc. Mais je pense qu'il faut casser un peu cette relation Neymar-Di Maria sur le terrain qui est peut-être un peu trop intense pour vraiment avoir deux côtés qui puissent devenir de côtés forts. C'est-à-dire être capable d'un côté d'avoir Neymar et de l'autre côté d'avoir Mbappé qui est capable de faire mal. Et ça permettrait de rééquilibrer un peu l'équipe et puis d'avoir vraiment ce joueur 8-10 qui serait peut-être Di Maria avec un double pivot comme le voyait Basto, Danilo, Verratti. On parle de ceux de devant. Avant de parler de ceux de devant, Danilo, vous l'utiliseriez comment du coup? Pour quel système, avec quel profil de joueur devant? Moi, je vois qu'une seule solution. Danilo, Rafinha et après Draxler. Danilo, Herrera et après Rafinha. Et s'il est un Verratti? Je vois pas de solution. Lionel? Je vais de la donner la solution. C'est vrai. Mais juste une petite aparté, Danilo a eu du mal à compenser les décrochages de Kimpembe quand il allait presser. Il a ce côté où il défend en zone, mais par contre, s'il y a un décrochage, il va plus savoir où se placer. Il a une intelligence football, mais il n'a aucune intelligence tactique. De compensation. C'est pareil, il est super intelligent au niveau foot, il est capable de voir où ça, mais il n'a pas d'intelligence tactique. Va comprendre, il est incompréhensible. Après, il faut quand même remettre les choses en contexte. Il a fait son premier entraînement avec le groupe le lundi, c'est ça? C'est vrai. Bon. On va lui laisser un bon mois avant de le juger. On va laisser quand même. Mais on espère le voir entouré intelligemment par Tourelle. On va lui laisser un bon mois, mais on connaît l'histoire, Lionel. Honnêtement, oui. on est, je veux dire, on a déjà vu l'histoire, on la connaît. Oui, c'est un profil intéressant, mais limité, et il faut vraiment l'utiliser dans un scénario spécifique. Et on sait très bien que c'est parce que Tourelle fera, et on connaît les limites de Danilo. Elles ne sont pas nouvelles. Elles étaient déjà le cas pour Portugal. Plein de gens nous ont annoncé, elles se sont vérifiées. Il n'y a pas de happy ending là-dessus. Je dans le foot, Dryas. Je vais dire quelque chose que je pense que vous pouvez enregistrer, etc. Je pense qu'avec cet effectif, Emery aurait été plus à l'aise. C'est noté. Je pense qu'avec beaucoup d'effectifs, Emery serait plus à l'aise. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit toutes les équipes qu'il a eues à Paris, je pense que lui, avec cet effectif-là, il aurait été beaucoup plus à l'aise parce que je pense que ça lui ressemblait un peu plus. Que ce soit la défense centrale, sans Silva notamment. Les choix au milieu, etc. Je pense qu'avec cet effectif-là, lui, il aurait été plus. Alors, je ne dis pas qu'il aurait fait quelque chose de grand, mais je pense qu'il aurait pu vraiment montrer quelque chose de différent. Très bien. On va noter, on va l'enregistrer, on te le repassera un jour. Quand Emery reviendra au PSG, à savoir le scénario improbable. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Attends, une petite question. Si aujourd'hui on te dit Tourelle viré, Unai arrive, tu dis quoi? Je dis Thiago Motta.
Je serais pour. Mais Thiago Motta, t'imagines, Thiago Motta, tu le fais débarquer au milieu de saison, On va c'est en l'envoyer au reparler casse-pipe. en C'est fin de l'envoyer au podcast. casse-pipe. On va en reparler en fin de podcast. Bon, on va parler des autres Mais milieux. j'aimerais Motta, On oui. va reparler des J'aimerais deux beaucoup autres Motta. milieux. On a déjà un peu parlé de Gay. On va reparler Herrera-Gay. Lionel, ton avis sur le match des deux joueurs? Non, mais Gay, de toute façon, je pense que si quelqu'un a un avis différent sur son match, qu'il nous le dise, en fait. C'était vraiment catastrophique. Ni vu ni à voir. Ah, j'ai un avis différent que je connais. C'est un ami de fac, mais c'est son cousin. Non, mais il était blessé, alors bon. C'est un joueur qui a besoin d'être à 100% physiquement pour au moins montrer les qualités qu'il a. Et là, il n'était pas 100% physiquement. Techniquement, on sait très bien que c'est pas le joueur qui va permettre d'apporter un plus au Paris Saint-Germain. Donc, non. Enfin, de toute façon, il a vu. Hein. Enfin, il aurait même pu le sortir à la 30e minute. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Quoi. Et sur Herrera, ça aurait même peut-être pu accélérer, peut-être la possibilité d'égaliser plus tôt. Et de revenir mieux en seconde, ouais. Et sur Herrera? Ben, Herrera, il a malheureusement subi le côté droit du Paris Saint-Germain qui n'est pas le côté fort, le milieu de terrain qui n'était pas en forme. Voilà, et il a fait ce qu'il pouvait. C'est un joueur qui, pour moi, c'est un joueur de complément, c'est-à-dire que c'est peut-être un joueur qui est entouré de milieux de terrain qui sont des leaders. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, malheureusement, il n'a pas ces joueurs-là en milieu de terrain. Et donc, forcément, ça réduit son influence. Mais c'est un joueur qui est plutôt assez neutre, qui est ni très mauvais, ni excellent. Donc voilà, son match c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va être discret, qui va pas être mauvais, mais il va pas non plus sauter. Enfin, Un bon adjoint, quoi, pour toi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans un milieu de terrain où tu peux même mettre Neymar en 8, ça peut permettre de voir un bon Herrera. Ok. Dress, avant de te lancer deux petites apartés, tu disais que Gay s'était blessé en sélection, mais il avait joué Nîmes son tour de sélection, il a fait plutôt un bon match, sans avoir l'air d'avoir de gêne apparente. Bon, c'est un match que tu n'as pas vu, moi non plus, mais je dis par rapport aux avis généraux. Et oui, juste une petite remarque sur Danilo que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est que tu disais effectivement qu'il était bon sur l'homme mais pas en zone, et Tourelle a fait le contraire. Le contraire, il était bon en zone mais bon en zone et pas sur l'homme, mais Tourelle a fait une tactique qui n'était que du marquage individuel sur ce match. Oui, ça, on n'est plus à une incohérence près de Thomas Tourelle. Ton avis du coup sur Gay et Herrera? Sur Gay, j'ai tout dit tout à l'heure. Gay est le joueur qui a mieux compris la situation actuelle avec le coronavirus et tout ça, et il a respecté comme personne la distanciation sociale. Et il n'y a rien d'autre à dire sur sa performance, en fait. Après, il y a les 10 dernières minutes de la première mi-temps, où avant que ça aille mieux en deuxième mi-temps, où il est un peu mieux, où on le voit faire quelques interventions, mais c'est un match ni vu ni à voir. C'est un match ni vu ni à voir. Concernant Herrera, je pense que Lionel a tout dit. Et pour ajouter un truc, c'est cool, on a un deuxième adjoint. On avait un adjoint qui était Marco Verratti, et on en a un deuxième, mais on n'a toujours pas de patron. Voilà. Bon. Et Gay, en plus de respecter la distanciation sociale, s'il marche comme en marche, il va être content. Ouais, c'est bon. Petit avis sur l'entrée de Rafinha, Darius. L'entrée de Rafinha, je l'ai trouvée à la fois bonne et très mauvaise. Pas pour le joueur, pour la cohésion d'équipe. Après, j'ai des problèmes de mémoire, mais il me semble que l'entrée de Rafinha intervient avant l'entrée de Pogba, oui, et correspond pile à la baisse de mainmise que l'équipe commençait à avoir sur Manchester United, parce qu'il ne faut pas oublier que Manchester United était venu avec un bus, et que tout à coup, le fait de mettre un neuf permettait d'apporter de la présence physique et de résoudre un certain nombre de problèmes. Et on s'est posé tout à coup avec un milieu à deux, et on avait un peu de surnombre qui commençait à apparaître devant, alors pas forcément du surnombre, mais en tout cas des possibilités qui apparaissent devant. Et là, tout à coup, on enlève ce milieu à deux pour mettre un mec qui va jouer un peu plus devant, et on a déséquilibré l'assise défensive. Et en fait, l'entrée de Rafinha a été intéressante. Il y a deux passes qui sont intéressantes. Après, il fait une entrée plus ou moins neutre, mais elle est à mon sens tactique. Lionel, toi, ton avis sur cette rentrée de Rafinha? Non, après, c'est un joueur qui fait gagner du temps. Mais après, oui, il a pas. De toute façon, quand tu rentres dans une équipe qui ne fonctionne pas, c'est pas. Je pense pas que ce soit un joueur qui soit capable de transformer l'équipe. C'est un joueur qui
si les choses se passent bien, ben, il peut apporter un plus. Mais voilà, c'est pas lui. Enfin, quand on voyait collectivement l'équipe, on savait bien qu'il allait rentrer dans un effectif, dans un truc qui ne fonctionnait pas et qu'il allait être noyé dans la masse, quoi. Ouais. Bah, on va passer au trio de devant, donc Di Maria, Neymar, Mbappé, Lionel. Ton avis sur ce trio? Bon, t'as bien dit ton avis collectivement, individuellement. Oui, Neymar, il a fait du Neymar, c'est-à-dire au début de match, il a cherché à faire la différence tout seul, mais parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de mouvement et tellement de choix autour de lui. Le souci, c'est que c'est un joueur qui, alors, il a plus de volume de jeu, par exemple, qu'un Mbappé, mais à partir du moment où il fatigue et qu'il commence à sortir de son match, il peut être extrêmement agaçant, et c'est ce qu'on a vu sur les 30 dernières minutes où il est devenu plutôt un poids pour l'équipe qu'une solution. Après Mbappé, il va falloir en parler un peu, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est exceptionnel, mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, dans les matchs qui comptent, mis à part la première saison contre le Bayern, où il avait été bon aussi bien à l'aller qu'au retour, il n'a pas été transcendant. Dès qu'il y a eu des équipes d'un niveau équivalent au Paris Saint-Germain, il a rarement été un joueur décisif et capable d'apporter un plus à l'équipe. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas utiliser, parce que il en fait trop, quoi que ce soit? À Monaco, souvenons-nous qu'à Monaco, il était décisif dans les matchs importants. Oui, il était décisif dans une position deuxième attaquant. Et puis, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il n'avait pas été étudié comme il peut être étudié aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'avant un match, on étudie. Ouais, mais là, ce que dit Vasco est intéressant, c'est qu'en équipe de France aussi, il est bon. Avec le 2018, oui, il est décisif. Oui, j'ai l'impression qu'il est bon quand il a de l'influence dans une zone. Et on l'a pu le voir aussi au début de saison, que ce soit contre Nîmes ou je ne sais plus quel match. Chaque fois qu'il a l'influence dans une zone, enfin, il a une zone où il a une influence, on va dire, assez importante, il peut être très bon. Et c'est pour ça que je pense et que je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas intérêt à refaire ce qu'avait fait Emery à une époque, laisser le côté gauche à Neymar et donner le côté droit à Mbappé, de façon à ce que chacun ait vraiment sa zone d'influence, parce que quand ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, ça tricote, ça fait... C'est vrai que l'idée de base de Tourelle et de beaucoup de supporters était rapprocher les deux pour qu'ils aient une relation technique. Oui, j'ai l'impression que ça donne un côté un peu dans stéréotype à notre jeu, parce qu'on va passer uniquement par ce côté. Et en plus de ça, ça réduit l'influence des joueurs qui sont à leur côté. Quand on joue comme ça, souvent, Icardi et Di Maria sont un peu oubliés. Et donc, et puis on a que le côté gauche qui est fort. Et dans les gros matchs, les équipes arrivent à éteindre au moins l'un des deux joueurs. Et souvent, c'est Mbappé qu'on arrive à éteindre. Si on arrive à éteindre Neymar, on éteint les deux, en fait. Donc, je pense que pour trouver un équilibre, il faut donner à chacun une zone d'influence. Et euh, même si Neymar est capable de jouer 10, je pense que c'est plus simple pour lui d'être sur un côté. Déjà parce que quand tu es sur les ailes, le pressing est moins intense. Les joueurs qui défendent sur toi ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs de l'équipe. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il faudrait revoir cette structure avec un Neymar qui a le côté gauche, un Mbappé qui a le côté droit et qui sait très bien le faire aussi, et puis leur mettre un 9 devant, et soit sacrifier Di Maria ou mettre Di Maria en 8, même si, mis à part 3-4 mois au Real, c'est vrai que ça nous a énormément marqué, il n'a jamais vraiment joué à ce poste, mais je reste persuadé que, contrairement à ce que Tuchel pense, aujourd'hui, les deux doivent avoir une zone d'influence un peu séparée et qui permettrait d'offrir une panoplie un peu plus intéressante au Paris Saint-Germain. C'est assez intéressant ce que tu dis, c'est que la Coupe du Monde 2018, notamment l'équipe de France, Mbappé était ailier droit et on avait Griezmann en 10. Et maintenant, Deschamps essaye de rapprocher Griezmann de Mbappé. Il y a les mêmes problèmes qui se posent. Oui. Donc, tu as Griezmann et Mbappé qui sont plus éteints. Donc, ce problème de zone que tu dis, c'est vrai, c'est une bonne remarque en tout cas. C'est peut-être
C'est peut-être un problème. C'est ça que j'ai constaté, par exemple, même en Ligue 1, alors ça reste que la Ligue 1, que lorsque les deux, enfin, par exemple, là, je ne sais plus c'est quel match, il y a eu 2 ou 3 matchs où Neymar était suspendu, où Mbappé avait beaucoup plus d'influence dans une zone, et je le trouvais rayonnant. Et dès qu'ils sont ensemble, euh, ça a un côté un peu, des fois, un peu frustrant et agaçant pour les coéquipiers. Et même pour eux, je trouve en fait qu'à partir du moment où on arrive à... On l'a vu, il y a une action où ils sont tous les deux entourés de 6, Oui, 5 joueurs. Les équipes arrivent aujourd'hui à... Non, t'as les deux entourés du joueur. T'as une action qui est une capture d'écran où t'as les deux qui sont quasiment, qui se marchent dessus et t'as 8 joueurs autour. Et on arrive à les isoler, alors que si on en met un sur chaque côté, bah forcément, tu sais que le danger peut venir aussi de la gauche, aussi bien de la droite. Et forcément, je pense que ça va modifier l'approche tactique des équipes adverses. On verra ce qui sera fait plus tard. Toi, ton avis sur ce trio d'attaque sur ce match? Déjà, je pense que si tu alignes ce même milieu avec l'idée que propose Lionel, je pense que tu n'as pas de solution. Après, ce que propose Lionel est intéressant, effectivement, c'est que tu divises pour conquérir. En fait, c'est grosso modo, tu vas créer 2 zones d'influence. Et c'est possible. Et c'est possible que dans la volonté de vouloir se sucer le chibre tous les deux, ils s'annulent un petit peu. Il y a des enfants qui nous écoutent. mais sérieusement, c'est commence à travailler ton milieu et après on s'occupera de l'attaque. Maintenant, pour revenir sur l'attaque, j'entends la théorie de Lionel et elle est intéressante et elle est possible et elle note un possible point faible du PSG. Mais pour moi, il y a un chantier qui est plus important que le milieu. Maintenant, pour revenir à la performance, on a vu Neymar rentrer, comme l'a dit Lionel, souvent quand il est de retour. À chaque fois, c'est comme ça. Quand il revient du Brésil, il y a le premier match où il essaye de un peu trop en faire au début. Mais à la réflexion, je développe une tolérance pour lui. Et notamment, on parle beaucoup de ces 30 dernières minutes. Mais quand tu joues comme ça, que tu dois redescendre 6, que tu dois redescendre 8, que tu joues 10, que à chaque fois que tu as la balle, tu as 5 joueurs autour de toi, tu as un Mbappé qui a un 15 mètres à droite, un Di Maria qui a 15 mètres à droite, et grosso modo, tu n'as aucune possibilité de passe, et tu es en permanence condamné à l'exploit individuel, c'est pas surprenant qu'à la 60e minute, tu n'en puisses plus, et que tu finisses par bazarder le match. Donc moi, je vais vraiment pas lui en tenir rigueur de ces 30 dernières minutes. Par contre, je vais être un peu plus sévère avec Kylian Mbappé. Je me souviens notamment d'une séquence où Kylian Mbappé à la balle, il est au coin de la surface de réparation. Il peut faire la passe tout de suite à Neymar et je ne sais pas pourquoi il attend alors que le milieu n'est pas remonté et du coup il tue l'action. Et il y a eu pas mal de fois où comme ça, Mbappé, il a fait des choix. Alors les gens vont lui reprocher ses choix individualistes où il essaie de courir, mais c'est plus les choix dans la construction du jeu où je l'ai trouvé pas très bon. Et pour Di Maria, que dire sur Di Maria? Il y a des gens qui l'appellent pile ou face, sauf que le problème, c'est que le côté face, il apparaît plutôt 4 fois qu'une. Et puis voilà, quoi. Oui, ça, c'est la même chose depuis 3 ans là-dessus. Un petit mot sur l'entrée de Keane, Dryas? L'entrée de Keane a apporté une solution tactique au jeu. En soi, l'entrée de Keane n'a pas été très bonne. Si on juge juste le joueur, il a été limité, il a été un peu pâteau dans ses décisions, un peu pâteau dans ses prises de risque. Mais il a apporté un poids sur la défense qui a permis au bloc d'avoir une illusion. Enfin, faut pas exagérer, on n'était pas non plus en train de jouer au bloc. Mais que tout à coup, tu avais Herrera qui pouvait se projeter parce que tout simplement, il y avait un joueur qui occupait les centraux qui ne pouvait plus remonter aussi haut. Et ça a permis d'avoir 15 minutes qui étaient un petit peu plus éclairées, mais qui n'étaient pas si folles que ça. Même avis, Lionel? Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Dryas. C'est un joueur, de toute façon, à mon avis, qui ne partira pas titulaire. C'est plus un joueur de complément. Après, voilà, je pense qu'il a besoin aussi de reprendre confiance. Avec la saison qu'il a fait l'année dernière, on sent qu'il n'est pas totalement libéré dans ses choix. Ok, on va continuer sur Tourelle. On a parlé de sa compo de départ. On va maintenant parler de son coaching en cours de match. Donc on vient de parler de Keane. Est-ce que pour toi c'est un choix adapté de faire sortir Gay pour Keane Dryas? Excellent choix, sauf que le problème c'est encore une fois, j'ai dit que ça a apporté une solution à l'équipe. Le seul problème c'est qu'il le fait par contrainte. Voilà. Et tous les autres choix ont été plus que discutables. On va en parler derrière. Voilà. Est-ce que pour toi c'était le bon choix une fois que Gay sort de faire rentrer Keane? Oui, mais de toute façon, il fallait soit faire entrer un 8-10 ou entrer un 9. Donc il a fait forcément un choix qui était assez cohérent sur ce point. Mais rappelons qu'il n'avait pas le choix de faire ce choix.
Parce qu'en soi, Gay aurait été blessé, ils auraient fait continuer avec Gay. Insistons là-dessus parce que c'est quand même important. Parce qu'il y a plein de fois, mine de rien, si on regarde sur les 2-3 dernières années, où Toudrol fait des choix qui sont intéressants. Mais ils ne sont pas toujours dictés par des choix. Après, pour moi, j'étais pas forcément content de ce choix. Je pense qu'il aurait mieux fallu mettre plus de maîtrise en milieu et faire rentrer un Draxler ou un Rafinha à la place de Gay à ce moment-là. Mais ça a marché. Ça a marché pendant 10-15 minutes. Donc, alors, deuxième choix, tu l'as évoqué tout à l'heure, Brias, c'est donc Rafinha qui a remplacé Herrera dans un double pivot. C'est un non-sens tactique. C'est un non-sens tactique. C'est-à-dire que tout à coup, tu as une assise sur le match et tu vas casser cette assise en. Tu vois, comme l'a dit Lionel très bien, c'est soit tu faisais rentrer, j'ai oublié son nom, Keane, soit tu faisais rentrer Rafinha à la 45e. C'est-à-dire que soit tu renforçais le milieu à la 45e, soit tu renforçais l'attaque pour occuper l'attaque. Est-ce qu'à ce moment-là où Paris perd sa maîtrise, est-ce que par exemple Rafinha qui remplace Di Maria avec un Keane et ça aurait pu faire sens. Ça aurait pu faire sens. C'est-à-dire que tout à coup, mais en tout cas, tu ne changes pas ce milieu qui te permet d'avoir trouvé une assise que tu n'as jamais trouvée du match. C'est une vrai qu'on commençait à gagner les seconds ballons. C'est une aberration tactique. Ça veut rien dire. C'est ni vu ni à voir. C'est du toile. Lionel, t'as compris le choix, toi, ou non? Non, surtout en plus de ça, qu'on voyait Di Maria complètement à la peine et que déjà qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs qui étaient capables de faire les efforts, ça nous a coupé les jambes. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que tout à coup, tu trouves une assise et tu casses cette assise, en fait. C'est pourquoi tu le fais, en fait. Du coup, troisième choix, donc il y a Pogba qui rentre et United qui commence vraiment à presser. On voit Danilo fatigué et Tourelle fait du poste pour poste de latéraux, c'est-à-dire Baker qui remplace Kurzawa et Florenzi qui est remplacé par Dagba. Est-ce que tu as compris ces choix de nouveau, Lionel, ou pas du tout? Après, oui et non, plus non que oui. C'est-à-dire que dans l'absolu, après, je sais pas trop quel choix faire. Lionel, on t'a plus entendu, reviens. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de faire le micro, c'est pour ça. Je disais oui et non, plus non que oui. C'est-à-dire que quand on regardait notre banc, je ne voyais pas tellement de choix différents. Après, peut-être qu'il aurait pu, au lieu de retirer Florenzi pour faire entrer Dagba, il aurait pu retirer par exemple Di Maria et faire entrer Dagba et renforcer le couloir droit. Mais bon, c'était des changements pour faire des changements en fait. Ça ressemble plus à ça. Andreas. Pour moi, c'est limite assassin en fait. Ni plus ni moins. C'est du grand n'importe quoi. Tu changes. D'abord, tu déséquilibres ton équipe en faisant rentrer un mec offensif alors que tu as trouvé une assise et que tu casses cette assise. Et ensuite de ça, voilà, t'as cassé et tout et t'arrives plus à rien faire. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer deux profils qui sont plus défensifs sur les ailes. Bon, alors après, peut-être qu'ils voulaient sécuriser le tout, mais en même temps, à quoi ça sert de sécuriser sur les ailes quand toutes les actions de Manchester United passaient par l'axe? Enfin, il n'y a pas un endroit où je pense que tu peux justifier ça. Et ensuite de ça, dire qu'il n'avait pas le choix, c'est pas vrai. T'as Fadiga sur le terrain. Oui, c'est l'envoyer au casse-pipe. Mais quand t'as un Danilo qui est à la 70e, à 77e minute, ou 76, 75, 74, j'en sais foutre rien, qui va faire une intervention défensive de qualité au milieu de terrain, mais tu sens qu'il est au bout du bout, qu'il est dans le dernier effort, et ensuite de ça, il est en train de marcher, il est perdu, tu as l'impression que limite le mec il voit des étoiles quand il marche sur le terrain. Ne pas le changer, c'est... Tu veux sécuriser tes ailes? Non, mais en plus, quand est-ce qu'ils ont attaqué par les ailes? À chaque fois, c'est Bruno Fernandes qui était en train de distribuer. What the fuck, quoi. Fadiga, je ne sais pas si physiquement, il aurait pu tenir une pelle à Pogba, ça aurait été son... Possible, mais c'est juste une question de cohérence. C'est-à-dire, à quel moment du match United est attaqué par les ailes? À quel moment tu as besoin de sécuriser plus par les ailes? Et à quel moment, tu vois, je veux dire, et puis même un Fadiga, et après, c'est pas rendre service à Fadiga, et moi, j'aime plutôt rendre service aux jeunes, et je suis désolé, mais là, t'as des problèmes de mecs qui reviennent de sélection, tu as des problèmes de mecs qui sont blessés, tu as des problèmes de mecs qui sont suspendus, tu les alignes et qui du coup peuvent pas s'entraîner, etc. Et un Fadiga par rapport à un Danilo qui ne peut plus courir, c'est un ajout qui est bien plus intéressant et bien plus productif que de tout à coup vouloir renforcer tes ailes alors que United n'est pas passé une seule fois par les ailes du match.
Ouais, bon, on a compris donc les choix de départ et les choix de coaching de Tourelle ne vous a pas plu. On va parler maintenant de sa com. Peut-être va-t-elle rehausser sur ce match. Donc Tourelle qui a dit je ne sais pas pourquoi, l'état d'esprit n'était pas là, mais c'est comme ça. Il nous a aussi dit sur ce milieu, il a dit oui, mais vous ne saviez pas dans quel état on était. Ghana a été blessé, les autres sont blessés, ce n'est pas facile. Et il nous a aussi sorti une excuse du je n'ai pas reconnu les joueurs. Il y avait moins de musique que d'habitude. En début de match d'Arias, qu'est-ce que tu penses de cette communication de Tourelle? Moi, il y a un truc hallucinant que j'ai envie de tenter. C'est quand un mec lui demande est-ce que vous avez mal démarré le match et il répond comment vous pouvez savoir? Vous ne saviez pas que le gars il était blessé? Et c'est juste, mais what the fuck, en fait. Comment tu peux. En fait, le mec, il est en train de. Je pense qu'inconsciemment, il est en train de se dire t'as mal fait, en fait. Je ne sais pas comment expliquer une telle déclaration. C'est en gros, il dit vous pouvez pas savoir que moi j'avais fait une nouvelle composition, mais moi je le savais. Enfin, comment comprendre ça? Comment l'analyser? Ensuite de ça, le côté pleureuse, c'est bon, on a un deuxième Garcia dans le championnat de France, quoi. Lionel, toi sur cette communication, est-ce que tu as vu un Tourelle perdu? De toute façon, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est l'ensemble, tout ce qui se passe au niveau de entraîneur, directeur sportif. Enfin, au bout d'un moment, je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est plus possible en fait. C'est-à-dire qu'on a un entraîneur qui est fragilisé, un directeur sportif qui n'a pas les pleins pouvoirs. Enfin, tout ça fait que ça crée une ambiance qui n'est pas non plus saine pour le club. Et oui, alors Tuchel, il a ses défauts, il a des qualités, c'est sûr. Ah bon? Mais quand même, c'est pas. Enfin, je pense Non, il en a, et notamment au niveau du Final 8, je lui ai reconnu une qualité, mais j'arrive pas à en trouver une deuxième, en fait. bon, c'est pas grave, on va pas, c'est pas le débat, mais je pense qu'à l'heure actuelle, la situation fait que, bon, je pense qu'il faut en finir, en fait. Il faut passer à autre chose, sincèrement, parce que c'est plus possible, ce sera pas viable sur la saison, en fait. Ouais, mais c'est inenvisageable avant la fin de la saison, ou peut-être 4 mois avant la fin de la saison, parce que tu as moins d'argent, mais c'est compliqué au niveau financier, en D'ailleurs, fait. vous parlez de cette relation avec Après, Oui, imaginons que Paris ne sorte pas des poules, on perd 12-13 millions d'euros. Est-ce que cette oui, perte oui. d'argent n'est pas plus dramatique, et puis même en termes d'image, que de garder un coach qui... C'est sûr que si on est à 6 points Mais du second après la phase aller, ça va se poser la question. il y a la théorie qu'on n'a pas abordée, c'est est-ce que Tourelle avait fait cette compo pour se saborder? Et non, mais non, mais sans déconner, non, mais avec Tourelle, c'est quelque chose que tu peux pas sortir du tapis. Je pense que personne ne ferait ça. Tourelle, il a fait des trucs quand même. Ce qu'il C'est des avait milieux fait qu'il à a déjà mis. Dortmund. C'est des milieux qu'il a déjà mis avec Paris. Non, Marquinhos, Verratti et Gay, c'est plusieurs fois. pas tout à fait pareil que Danilo, Gay, Herrera, en sachant que Gay est blessé quand il commence le match, que tu as d'autres choix. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis sur le tapis, mais c'est une possibilité, quoi. Est-ce que vous attendiez une réaction de Léo qui n'a pas eu lieu après ce match sur Arias? Non, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? T'es dans un non-match. Si tu dis un truc, le coach pourra toujours agiter la carte. C'était un non-match, je peux pas me juger là-dessus. Enfin, je pense que tu peux rien dire à la place de Léo. Lionel, t'es d'accord là-dessus? Oui, je pense que ça va faire un peu chacal aussi. Oui. Un peu chacal. C'est vrai que dans la guerre entre les deux, si Leonardo remettait une couche derrière, Oui. c'est pas forcément le moment. On a eu un Tourelle qui était en conf aussi aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez trouvé tendu, énervé, Lionel? Ton avis là-dessus? Quand déjà, normalement, il répond en français, il a répondu pas mal en anglais. En plus de ça, à un moment, il y a une question, je crois que sur l'histoire du est-ce que vous allez continuer à jouer sans neuf, il a demandé est-ce qu'il y a d'autres questions stupides ou je réponds pas à ce genre de questions stupides, c'est pour la prochaine question. Enfin, on sent que là, bon, il est pas. Il sature, touché là. Andreas, qu'est-ce que tu trouves qu'il a un peu assumé plus ses responsabilités dans la défaite? Non. Il a fait un truc. Alors après, il y a deux théories. Une théorie comme quoi il aurait entendu beaucoup de. Il aurait, je vais en parler. Il aurait entendu beaucoup de trucs et il aurait fait amende honorable. Mais en même temps, quand tu écoutes bien ce qu'il dit,
Il est en train de dire, j'ai l'habitude d'avoir des critiques de la presse et c'est pour ça que je la lis pas. Et non, il n'y a pas de mea culpa, mais au-delà du mea culpa, au-delà. Enfin, tu vois, il y a un moment où tu peux chipoter sur la com, mais tu peux t'interroger sur les compos, quoi. Et quand tu as les compos qui sont tellement à l'ouest, comme celle qu'on a vue de Manchester United, enfin, encore une fois, on l'a pas dit assez. Manchester United a fait une prestation qui était au mieux moyenne. C'est-à-dire qu'ils sont venus à 18 derrière, tu avais Bruno Fernandes qui distribuait des galettes, et puis tu avais les deux devant qui étaient censés se démerder tout seuls. Grosso merdo, le plan tactique de Manchester United, ça se résumait à ça. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, si ce n'est le fameux effet miroir qui tout à coup a pris un effet de mode, je ne sais pas pourquoi, où tout à coup tout le monde connaît l'expression miroir, où tu avais les milieux qui correspondaient au milieu du Paris Saint-Germain. Il y a eu du mieux chez Manchester United, il y avait une cohérence chez Manchester United à partir du moment de l'entrée de Pogba. Mais avant ça, Manchester United, c'est zéro. Et face à une équipe qui propose rien, on a juste réussi à proposer un bloc bas et un bloc haut qui était complètement abandonné à lui-même. Et c'était ça la tactique. Donc après, parler des déclarations, ça me paraît, mais le mec, il est déjà viré pour faute grave avant même de parler, en fait. Est-ce que, par exemple, s'il avait assumé comme Zidane ou Villas-Boas en disant c'est moi le responsable, ça t'aurait un peu moins gêné? Peut-être, sauf que si tu veux, Tourelle, on n'est pas à son galop d'essai de milieu qui ressemble à rien, de machin, de trucs, et ça aurait Il fait... devient inaudible, quoi. Limite, ça aurait fait suceur s'il avait fait ça. À la limite, là, tu vois, à la limite, ces trucs à la Garcia, à la pleureuse, à la whineuse et tout ça, j'ai presque envie d'applaudir. Il est dans une cohérence par rapport à lui-même. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, machin, bidule chouette, et je fais de la merde sur le terrain, et applaudissez-moi quand même. Voilà. Lionel, vu que tu as parlé d'Emery tout à l'heure, toi, tu étais exaspéré par la com d'Emery. Est-ce que pour toi, Tourelle atteint niveau com le niveau d'Emery? C'est deux coms différentes. Emery n'était pas tout le temps en train de se plaindre, c'est juste qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. En fait, il était devenu... Il était trop susceptible, et comme on se moquait de lui, ben, ses confs de presse étaient devenus un ennui où il répondait à côté. Il se présentait pour se présenter. Tuchel, c'est différent, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est limite un peu. On a l'impression qu'il dit aux gens qui sont en face de lui, de toute façon, vous ne comprenez pas le foot. Je dois venir parce que c'est une arrogance folle. C'est une arrogance folle. Victimisation, arrogance, moi contre les autres. C'est d'une arrogance folle. C'est surtout l'arrogance. C'est odieux. Il vient et il dit bon ben voilà, je me présente parce que j'ai pas le choix, mais ça me saoule de devoir parler avec vous en fait, parce que vous comprenez pas le foot et j'ai pas à m'expliquer devant vous en fait. C'est plus comme ça que je le ressens aujourd'hui quand j'ai écouté sa conf cet après-midi. C'est vrai qu'après une défaite, ça fait pas forcément. Mais elle était ubuesque, mais encore plus ubuesque que sa conf, c'était sa compo. Quoi. Et un petit mot à sa conf d'aujourd'hui sur les jeunes, ils doivent le mériter. C'est facile. Seb, toi qui défendais notamment avec l'entrée de Rézé à Nîmes, par exemple. Ouais, sans même me relancer là-dessus, rien qu'en s'arrêtant sur les mots, c'est les jeunes, rentrer au Paris Saint-Germain n'est pas un cadeau. Ça doit se mériter. Bah ouais, donne-leur une chance pour qu'ils prouvent qu'ils le méritent, en fait. Si tu donnes pas une chance à un jeune pour prouver qu'il le mérite, le jeune ne va jamais prouver qu'il le mérite. Il y a un énorme bug dans sa Il y a eu des circonstances pour donner des chances à Kwasi l'année dernière et il a vu que ça pouvait. Mais il y a un énorme bug dans sa déclaration. C'est-à-dire il est en train de dire tu sais, c'est l'espèce de Sirac, le petit truc infernal, le truc que je me souviens, c'est pour la carte de presse. C'est-à-dire que pour écrire un article dans un journal, il faut avoir une carte de presse. Mais pour avoir une carte de presse, il faut écrire un article dans un journal. Et tu as un peu l'impression, quand Tourelle il parle des jeunes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, les jeunes, il ne leur donnera jamais leur chance. Puis ensuite, oui, et si tu veux qu'on revienne là-dessus, il y a les choix de Tourelle. Il y a des non-sens absolus où tu as des jeunes qui ont des dents longues et qui finissent par les aiguiser ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Et effectivement, tu fais rentrer Ressé pour 5 minutes. À la place, je ne sais pas qui avait sur le banc. Il y avait Simon qui est en pleine bourre avec les U19. Voilà, il y a Michoud qui revient, qui est un jeune. Oui, il n'était pas sur le banc pour le coup, oui, mais qui revient, qui est un jeune auquel je crois beaucoup, qui est un 8 qui est capable de se projeter, en dépit de son gabarit un petit peu gringalé. Et voilà, quel intérêt de donner du temps de jeu à Simon si tu peux en débattre pendant 110 ans sans jamais trouver la réponse. Et d'ailleurs, Tourelle a dit qu'il n'avait pas de neuf. J'ai déjà expliqué. Ouais, Lionel, toi, tu avais une théorie sur Rézé notamment.
Non, mais c'est pas une théorie, j'en suis persuadé. On sait très bien que ça fonctionne comme ça un peu dans le milieu du foot. La prime de match de Ressé est bien plus intéressante que celle des jeunes. Je ne serais pas surpris qu'il lui ait dit, bon, bah, tu veux toucher un petit peu, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. On la partage. Ouais, mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que Kerrer, faut pas oublier un truc, c'est que tout le monde parle de 32 millions, mais il a coûté 17 millions. Non, sur les primes d'agents et de club, pas sur les primes de joueurs touchés. Oui, mais puis sur les primes de et puis, on savait que Tourelle, apparemment, Tourelle, selon Molina, touchait sur les primes de match de Choupeau. Ouais, donc sincèrement, je ne serais pas surpris. Et toi, du coup, sur ces déclats sur les jeunes en général, est-ce que tu le trouves cohérent ou ça t'énerve? Dans l'absolu, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que jouer au Paris Saint-Germain, ça doit se mériter. Sauf qu'il faut aussi donner l'impression aux joueurs qu'ils peuvent avoir une chance de jouer au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est compliqué à la fois. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre un jeune pour le mettre, sachant aussi qu'on a un effectif quand même avec beaucoup de joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas. Beaucoup qui sont cassés en ce moment. C'est-à-dire quand tu es dans des périodes où tu as beaucoup de joueurs qui sont cassés, machin, et que tout à coup tu fais rentrer Ressé, tu vois, il y a un moment où tu diffuses un message aux jeunes joueurs qui est très clair. Je crois que Simons, qui en plus a un contrat qu'il doit renouveler, tu vois, par exemple. Oui, voilà, et Simons qui est en plein bourre, avec la U19, quoi, mais en plein bourre, pas en semblant, quoi. Non, c'est des buts et des passes décisives en foison. Minimum un but par match, minimum une passe par match. Sur le cas de Ressé, c'est sûr que c'est un non-sens tout complet, c'est-à-dire que c'est un joueur sur lequel on ne compte pas. Quand on le voit rentrer là, avec ses joues gonflées, qui ressemble à un canard. Quand tu as ce discours-là, derrière, tu ne peux pas faire jouer Ressé, en fait. C'est là que l'incohérence se trouve. C'est plus sur la cohérence que le discours lui-même. C'est là où elle était le plus visible. Parce qu'il n'y a pas que là qu'elle s'est exprimée. C'est juste là où elle était le plus visible. Je me souviens de 10 000 situations où... ne serait-ce que parlons en Ligue des Champions. Après, Fadiga, ça aurait été l'envoyé au casse-pipe. Mais il y a un moment où quand tu as un joueur qui est même plus capable de marcher, qui voit flou, et que tu renforces ses ailes plutôt que de faire rentrer Fadiga, et c'est vrai, l'envoyer au casse-pipe. Et tu entends pas Fadiga. Puisque ça, c'est dans la com, effectivement, tu envoies Fadiga, mais tu peux pas dire derrière, j'avais pas de solution, j'avais aucune solution, j'étais obligé de le faire jouer. Après, il y a aussi un environnement au Paris Saint-Germain qui est pas facile pour les titis. On le voit sur les réseaux sociaux. S'il avait fait entrer Fadiga et que Fadiga. Mais c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu prends un énorme risque pour le jeune et tu peux lui faire très très mal. C'est très bien que. Regardez Nkunku, comment jusqu'à présent on fait pas. Lionel, tu était devenu la risée des supporters. Tu peux retourner le problème, c'est-à-dire que tu peux te dire effectivement, envoyer Fadiga maintenant alors qu'on en aurait vraiment eu besoin, c'est l'envoyer au casse-pipe. Mais tu peux aussi te dire, pourquoi il n'a pas fait rentrer Fadiga un peu plus tôt, des 5-10 minutes avant, pour que sur un match important, le faire rentrer voilà, pour que sur un match important, tout à coup, tu n'as pas le choix, et là, tu peux faire rentrer Fadiga sans l'envoyer au casse-pipe. Moi, je continue à penser, et c'est malheureux pour Fadiga, que compte tenu de l'équipe d'effectifs, des blessés, des machins, des trucs, etc., il fallait faire rentrer Fadiga contre Manchester United. Et je le déplore pour Fadiga, en fait, si tu veux. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a vu avec Rafinha, qui est rentré dans une équipe qui était complètement déséquilibrée. Il doit faire entrer Fadiga. Alors, peut-être que les gens ont été un peu plus compréhensifs, etc. Mais il ne se servait à rien parce que... Tu n'entends pas l'autre partie de l'argument, en fait. Dès l'avoir fait rentrer avant pour le préparer. C'est le faire jouer avant pour le préparer. C'est-à-dire que tout à coup, tu sais que ton effectif est en difficulté, tu sais que tu as pas mal de blessés, tu sais que tu as pas mal de trucs, et tu le fais jouer un quart d'heure dans les matchs de championnat. Et par la certitude qu'il t'apporte dans les matchs de championnat, tu le fais jouer en Ligue des Champions. Et tu l'envoies pas tant au casse-pipe tout à coup. Et c'est pas incohérent. Alors après, je suis d'accord avec toi que ça aurait été très dur d'envoyer Fadiga, mais je pense que tu n'avais pas le choix contre Manchester United, mais ça aurait été très dur. Mais tu pouvais le préparer pour que ce soit pas si dur. Et là-dessus, il a été 0. Et après, il va te dire que oui, pour être jeune, il faut mériter sa chance, machin truc, mais grosso merdo, il donne jamais sa chance. Quand on regarde avec Kyle Ruiz, qu'est-ce qu'il a fait? Kyle Ruiz, il l'a fait rentrer sur les matchs où il n'avait pas le choix, ou grosso merdo, machin truc. Et dès que ça compte, Kyle Ruiz, il a plus sa place. Fadiga, que soi-disant il aime, machin, il a fait jouer quoi? Il a fait jouer 10 minutes en match
parce qu'il n'avait vraiment pas d'autre choix. Et depuis, il n'y a plus rien. Fadiga, c'est un joueur qui physiquement n'est pas encore prêt pour le très haut niveau. C'est comme Kyle Ruiz. Quand on les voit, bien sûr, mais ça vaut mieux qu'un Danilo qui comprend même plus où il est sur le terrain. Non, pour Danilo, pour la fin du match. La fin du match. Pour Danilo qui comprend même plus où il est sur le terrain. Et Fadiga, ça vaut mieux à ce niveau-là. J'entends ce que tu dis, mais moi je pense que c'est important pour les jeunes, encore plus au Paris Saint-Germain, de les amener physiquement à être prêts à pouvoir au moins tenir 10-15 minutes dans un tel rythme. J'entends ça, mais alors le truc, c'est quand le dernier jour. Ouais, il y a eu l'anomalie Kouassi, mais depuis, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si tu veux, il faut qu'il soit prêt physiquement. C'est-à-dire que. Bien sûr, mais on le voit avec. Attends, je finis. On le voit avec Fadiga, qui sur les réseaux sociaux, en ce moment, poste beaucoup de vidéos. On le voit faire de la muscu, etc. J'entends ce que tu dis, mais il faut aussi faire attention parce que regarde un jeune comme Pellegrini, par exemple, à Monaco, qui a démarré très tôt, 16, 17 ans, un rythme. Aujourd'hui, son corps est complètement cassé. Je suis d'accord avec toi, mais entends l'autre partie de l'argument qui est de les préparer de manière active. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout bête. Mais tu vois, tu dis que Fadiga, il fait plein de muscu, machin, bidule chouette. Mais est-ce qu'il ne ferait pas encore un peu plus de muscu s'il rentrait 5 minutes par match? Est-ce que tu vois, c'est ça. C'est à la fois dire il faut mériter sa chance et ne pas donner aux gens d'aller mériter sa chance. Parce que tu vois, tu dis ça, Fadiga, on est tout le temps en train d'envisager le pire. Imagine que Fadiga, il fait une rentrée à la place de Danilo. Ouais, tu peux envisager le pire, mais comme tu dis, il y aura une tolérance par rapport à lui. Tout le monde ne tombera pas forcément dessus. Et le truc, c'est que si jamais il fait une bonne performance, il fait une bonne rentrée qui amène une vraie valeur ajoutée, le mec derrière, au niveau du boulot, ça se décante, il commence à mieux se muscler, il commence à être plus efficace, et tout à coup, tu te retrouves un titulaire. Il y a un moment où tu es obligé de prendre des risques. C'est qu'évidemment, Fadiga ne va pas forcément devenir un Kouassi, mais d'avoir cette même idée de le faire entrer 15 minutes en Ligue 1, puis 30 minutes, puis un match, et que ça ne viendra peut-être pas un Kouassi, mais tu l'auras mis dans les conditions pour que ça puisse. Et va savoir, sur un match où tu n'as pas le choix, on est tout le temps en train d'envisager le pire, mais tout à coup, il peut faire une belle performance et lancer sa carrière là-dessus aussi. Alors que s'il fait une mauvaise performance, il la tuera pas forcément. Il y a un moment où il faut savoir aussi prendre des risques. Et je trouve qu'on est dans une période où avec tous les blessés, avec tous les retours de la sélection, avec tous les suspendus, avec le fait que tu as le droit de faire son changement, il y a tout un tas d'arguments qui fait qu'on aurait pu voir des jeunes un peu plus tôt. Et de toute façon, contre Manchester United, on aurait pu voir des jeunes rentrer parce qu'ils auraient mieux valu qu'un Danilo Pereira, indépendamment de sa volonté. C'est pas une critique envers Danilo Pereira qui ne pouvait plus rien faire sur le terrain. Après, tu connais très bien mon idée sur les titis du Paris Saint-Germain. Tu as envie de les voir. Mais justement, ça, on est complètement d'accord, Lionel. On est complètement d'accord là-dessus. C'est qu'il y a des vraies incohérences entre la formation du PSG, le PSG, c'est quoi l'équipe qui a été supprimée déjà? C'est les 21. CFA. Voilà, la CFA qui a été supprimée. Il y a un strapontin qui ils se cassent tous, etc. Et il y a eu la comète Kouassi. Mais on peut être plus proactif par rapport à ça, et notamment dans des périodes où on a des... on verra déjà demain s'il en fait rentrer quelques-uns. Julien Lanterne Rouge, il y a 10 blessés. On verra s'il en fait rentrer quelques-uns en fin de match déjà. Sujet suivant. Donc le PSG qui est entamé par une défaite. Il reste Leipzig dans la poule. Est-ce que pour vous c'est une défaite péripétie ou est-ce que vous avez peur? Est-ce que tu penses que le PSG peut être éliminé de cette poule? On peut toujours. Après, je pense qu'il y a une espèce de truc où tout à coup, contre Manchester United, il va nous faire de la merde, et puis contre son ancien adjoint, il va mettre un point d'honneur où là, tout à coup, il va pas forcément faire de la merde. Donc, j'en sais rien. Lionel, est-ce que toi, tu doutes maintenant de notre possible qualification? Après, contre Manchester, on avait gagné chez eux en huitième de finale. On est capable d'aller gagner à Manchester. Manchester n'est pas l'ordre de ce groupe. Ils ont déçu le match qu'on a vu. Ils n'étaient pas si bons que ça, en fait. Je m'attendais à une équipe beaucoup plus dure que ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas... Si on avait perdu contre Manchester qui avait marché sur nous, j'aurais été un peu plus inquiet. Après, l'inquiétude, c'est le niveau réel du Paris Saint-Germain et est-ce qu'on va réussir à récupérer des joueurs.
dans ce marathon de 6 semaines ou 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, 3 semaines. C'est plus ça l'inquiétude, c'est-à-dire que normalement, je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour le match contre l'équipe turque. Et il ne faut pas qu'on se rate contre Leipzig. Si on se rate contre Leipzig, à mon avis, ça risque de compliquer. On a un enchaînement assez compliqué qui sera Leipzig, Rennes et Monaco en l'espace d'une semaine. Ouais. Après, Leipzig, Rennes, Monaco, je ne sais pas trop. Oui, mais si ça se passe mal les deux d'avant, tu vois. Faut mettre 3 points en plus contre Leipzig à minima pour pouvoir passer de manière. Dans les deux matchs, tu dis. Ouais, 3 points en plus à minima. Faut pas perdre Leipzig, ça c'est sûr. Ça si tu mets qu'un seul point contre Leipzig, là, ça va devenir très compliqué, c'est sûr. Après, on en revient que c'était la poule parfaite pour nous juger, ni trop dur, ni trop facile, et on est en plein dedans. Quoi. Voilà, ce ne sera pas une promenade de santé. Dernier sujet. On va parler de Léo. Est-ce qu'il doit réagir? Est-ce qu'il faut virer Tourelle maintenant? Ou est-ce qu'il est dans la capacité de le faire ou pas prendre de risques? Parce qu'effectivement, si on élimine la Ligue des Champions, ça coûtera plus cher. Soit si tu es à la place de Léo, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu fais un changement tout de suite? Je crois que tu n'as pas le choix. Je crois qu'il avait maintenu. Après, j'en sais rien, parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est 10 millions, il y a des gens qui vont dire c'est 15 millions. Comme Lionel l'a dit, si tu trouves l'équipe en Ligue des Champions, ça coûte 11 millions. Mais avec les incertitudes du corona, de machin, de trucs, le fait de mettre un nouveau coach, les déséquilibres que tu amènes dans une période cruciale de 3 semaines, je pense que c'est injouable. On a deux coachs qui sont en danger, qui sont Zidane et Conte, qui, si ça se passe mal, sont officiellement sur la sellette. C'est communiqué plus ou moins dans les médias par les clubs. Zidane, ça serait marrant par rapport à Marseille. Oui. Et donc Conte qui serait aussi sur la sellette. Après, c'est deux tout le monde n'a pas l'effectif pour Conte. Ah non, je dis pas. Non, mais par contre, je dis que Conte sur la sellette à l'Inter. Pour le coup, non, je sais, mais comme Dreas a parlé de Zidane, on a un effectif très Zidane compatible. C'est fort possible, mais pour Conte, par contre, pas du tout. Non, Conte, c'est des travailleurs, c'est machin, mais c'est jeu purement lié avec ces joueurs-là, et puis il ne peut pas des Neymar, des Mbappé. Mais voilà, mais Zidane compatible carrément pour le coup. Ouais. Par contre, on ne serait pas beaucoup plus plaisir sur. Ah, ça non. Mais tu gagnerais peut-être. Lionel, toi, du coup, si tu étais à la place de Léo, tu ferais quoi là? J'avais déjà répondu à cette question après le Final 8. Mon avis n'a pas changé. Je pense que cette Ligue des Champions est positive pour l'entité Paris Saint-Germain, mais j'avais dit à court terme, c'était pas super bénéfique parce que ça conservait un entraîneur qui, pour moi, n'avait plus de réel impact sur le club. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que malgré, bien sûr, il y a la circonstance atténuante avec l'effectif qu'il a à l'heure actuelle, je pense que Tuchel, aujourd'hui, n'est plus l'homme de la situation. Et je le pensais déjà avec le Final 8, où je pense que ce qu'avait dit un peu Villas-Boas, il ne va plus jouer au loto après Atalanta. C'est pas faux, il a été sauvé sur un coup de chance, et puis presque tout le monde voulait aussi conserver après Choupo-Moting, comme si c'était devenu subitement un super joueur. Mais moi, je pense qu'il faut... mon avis n'a pas changé, je pense que c'était une erreur de repartir sur cette saison avec Tuchel. Et plus ça va aller, plus les choses vont être compliquées, plus le climat, en plus... les joueurs, ils le ressentent quand il n'y a pas d'osmose dans la tête sportive. Ça a un impact sur les joueurs, et puis forcément, l'entraîneur, il perd en influence, il perd aussi en capacité de convaincre son effectif de faire les efforts, etc. Donc, c'est pas positif cette situation. On ne peut pas continuer comme ça. Et est-ce que tu penses, s'il y a un scénario catastrophe, par exemple une défaite à Leipzig, et derrière on enchaîne une contre-performance contre Rennes, est-ce que là tu penses qu'il aurait des chances d'être licencié malgré le contexte économique? La question, c'est qui prend la décision? Parce que j'ai pas l'impression que Leonardo a les mains complètement libres dans ce choix. Parce que s'il avait le choix, à mon humble avis, ça serait déjà séparé de Tuchel. Donc la question, c'est est-ce que les Qataris voudront quand même se séparer de Tuchel en prenant en compte le coût de licenciement? Les Qataris veulent plus mettre d'argent dans le club. Ils l'ont dit assez clairement. Dans l'absolu, j'ai envie de dire que c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que
vu les choix qu'on fait quand on en a. Non, mais c'est pas histoire de ça, mais c'est juste que je pense que c'est important que le Paris Saint-Germain sorte de cette dépendance du Qatar. Après, on pourra en faire un sujet un autre jour là-dessus, mais je trouve que la façon dont le Qatar a construit le club et va laisser le club, on pourra leur dire merci. Et je pense que c'est important que le Paris Saint-Germain commence à devenir totalement indépendant de son actionnaire. Bref, tu penses qu'il y a un scénario catastrophe, défaite Leipzig et tout, le Paris Saint-Germain sera obligé de licencier Tourelle, ou tu penses que ça va finir la saison avec? J'ai l'impression. Il faudrait qu'il parte. Mais dans la réalité, il aurait fallu qu'il soit, comme Lionel l'a dit, il aurait fallu qu'il soit parti. Maintenant, il est là. On a potentiellement un pyromane à la tête du club, parce que Tourelle, il ne faut pas l'oublier, c'est un pyromane. Comme l'a dit Lionel, ça peut devenir très compliqué, mais on a les mains plus ou moins tenues. Tourelle, si jamais il devait partir, il ne fera aucun cadeau. Bon, c'est compliqué, bonne chance à lui. Ouais. Ben, on verra ce qui se passe. On arrive au bout de ce podcast où on se pose beaucoup de questions, toujours avec ce club. Voilà. Merci. Oui, Lionel, tu peux rajouter quelque chose? Le seul truc qu'on peut, on va dire entre guillemets, espérer si on a une contre-performance avec des champions, c'est que les joueurs se motivent pour se dire en Europa League, on peut avoir la chance d'aller chercher une Coupe d'Europe. C'est un point de vue que je défends depuis longtemps. C'est pourquoi pas une élimination avec des champions, un changement, puis tu vas chercher une Coupe d'Europe, ce serait sympathique. Un beau parcours en C3. Oui, je suis d'accord. Ouais, on cracherait pas dessus. Seb, t'es d'accord là-dessus aussi? Oui. Ce sera sur une conclusion unanime. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci Lionel. Merci à vous. Et merci Dryas. Merci. Et là, les matchs vont s'enchaîner, donc on aura peut-être une vision plus claire ou pas du tout. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.